Clémenceau, et également maître de conférence à l'Université de Strasbourg, à la faculté de médecine. Et juste placé derrière, le docteur Guillaume Vert, qui est médecin psychiatre, spécialisé également dans le diagnostic et le traitement des troubles neuropsychiatriques sur un terrain de cérébro-lésions. Vous enseignez également aux étudiants en médecine, en soins infirmiers et en masso-kinésithérapie. Vous exercez également une activité d'expertise médico-légale en neuropsychiatrie. Et en 2021, je pense que c'est aussi important pour la table ronde d'aujourd'hui, vous créez à Strasbourg le centre de neuropsychiatrie et de rééducation situé à l'Esplanade, dont je pense également que vous pourrez nous parler lors de votre intervention. Donc on va faire comme dans et pour la table ronde précédente. Je vais d'abord donner la parole aux différents intervenants pour avoir leur point de vue sur la thématique et on donnera la parole pour des questions après coup à vous, donc au public. Donc je vais commencer par donner la parole à Madame Laure Ligon. Merci. Bonjour à tous. Je vais commencer effectivement par vous présenter notre association, même si Virginie vous en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Donc France AVC 67, c'est une association de patients. On a à peu près 60 adhérents. On est basé beaucoup sur Strasbourg, on se déplace un petit peu. Et on a deux grandes missions, donc une mission de sensibilisation. On tient des stands, comme on le fait aujourd'hui, sur différents événements, et puis on sensibilise les personnes aux facteurs de risque, aux signes à repérer quand on fait un AVC. Et notre deuxième grande mission, c'est de créer des activités, de créer du lien pour les personnes qui ont été victimes d'un accident vasculaire cérébral, de les aider à s'orienter aussi dans le système de santé. Voilà, c'est pas toujours évident, de les accompagner dans les démarches à faire et puis d'aider aussi par rapport à leur entourage qui est aussi beaucoup sollicité et souvent démuni. Voilà pour notre association. Donc aujourd'hui, moi je voulais vous parler du handicap invisible cognitif après l'AVC. C'est mon corps de métier, je suis neuropsychologue, donc je vois les personnes qui ont des troubles cognitifs. Et ça me paraissait important de vous sensibiliser à ce point-là, notamment parce que chez les personnes jeunes qui ont fait un accident vasculaire cérébral, eh bien, ils sont souvent confrontés à ça, des troubles cognitifs qui ne sont pas forcément massifs, qui peuvent passer inaperçus au départ, mais qui vont les gêner dans leur reprise de rôle dans leur famille, ou bien qui vont les gêner surtout dans leur reprise professionnelle. Les chiffres, on les a évoqués tout à l'heure. Je voulais juste deux chiffres importants. Le premier, c'est que l'accident vasculaire cérébral, c'est la première cause de handicap acquis chez l'adulte. Un handicap acquis, c'est un handicap qu'on n'a pas à la naissance. Et chez la femme, c'est la première cause de décès. Devant toutes les autres maladies, l'accident vasculaire cérébral, chez la femme, c'est la première cause de décès. Après un accident vasculaire cérebral, on peut avoir plusieurs types de handicap. On en a déjà parlé un petit peu depuis tout à l'heure. Vous avez à peu près, c'est approximatif, vous avez à peu près un tiers des patients qui vont se retrouver avec une atteinte motrice d'un ou plusieurs membres. Vous allez avoir à peu près un tiers des patients qui vont avoir des troubles du langage, à peu près un quart des patients qui auront des troubles visuels et un cinquième qui auront des troubles sensitifs. Bien sûr, ça peut se cumuler. Je voulais vous rappeler la définition d'un handicap, parce qu'on a souvent tendance à penser, vous voyez le petit schéma, qu'un handicap devrait se voir. Donc un handicap, il faut avoir en tête que est considéré comme un handicap une limitation. On ne peut plus faire une activité ou une restriction de la participation à la vie en société pour une personne donnée dans son environnement, en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions. Et je vous ai rappelé les fonctions qui sont intégrées dans la définition du handicap, et notamment les capacités mentales, cognitives et psychiques. Je passe très rapidement. Il faut avoir en tête aussi que 80% des handicaps, hors AVC, 80% des handicaps sont invisibles. Je vous ai ici mis un tableau d'une étude statistique
qui montre le pourcentage de séquelles en fonction des déficiences. Donc vous avez 500, presque 500 patients post-AVC et on a fait une étude statistique pour avoir le pourcentage en fonction des déficiences. 40% ont des déficiences cognitives, à peu près 70% présentent une fatigabilité intense. J'y reviendrai. L'anxiété chez 65%, et puis vous avez d'autres troubles de l'humeur qui sont consécutifs de l'AVC, ça se sera abordé par Guillaume tout à l'heure, par Dr. Père. Pourquoi c'est important de parler du handicap invisible? Parce que souvent les personnes se retrouvent dans une fragilisation psychologique. Comme l'expliquait bien Virginie tout à l'heure, en fait, vous n'allez pas forcément vous-même vous rendre compte tout de suite que vous avez ces difficultés-là. C'est en reprenant certaines activités que vous allez voir que vous êtes en difficulté. Et les personnes qui vous entourent, elles ne vont pas du tout le voir en vous regardant. Donc, vous allez devoir vous justifier, donc vous allez devoir expliquer. Et ce n'est pas évident au quotidien, et même en expliquant, vous n'êtes pas forcément compris. Donc, ça induit assez facilement et de manière assez systématique une baisse de l'estime de soi, de l'anxiété, une baisse de morale, etc. C'est un obstacle qui est vraiment très important et puis surtout qui va avoir un impact dans la vie et dans la reprise professionnelle. Quand on présente un handicap invisible, c'est essentiel d'aller identifier ces séquelles. Donc on l'a abordé, il y a les orthophonistes et les neuropsychologues qui vont vous faire des bilans. C'est important que ces bilans soient faits assez rapidement après l'AVC ou qu'ils soient en tout cas complétés par la suite de manière un peu plus précise, un peu plus intense. On va essayer, par exemple, si moi je vois un patient qui est jeune, qui a des troubles cognitifs plutôt légers à modérés et qui avait une activité professionnelle qui était très mentale, qui s'appuyait beaucoup sur les capacités intellectuelles, je vais essayer de vraiment lui faire un bilan approfondi, long. Je vais le garder longtemps face à moi, 2-3 heures, en enchaînant des tests qui sont d'un niveau assez difficile pour voir ce qui ressort. Parfois, vous allez avoir des résultats qui sont plutôt bons dans le bilan, mais le patient va sortir avec une migraine pas possible et puis va rentrer à la maison, il va devoir se coucher le reste de la journée, il va être KO. Donc ça, c'est important de le prendre en compte dans l'analyse, parce que quand on fait une journée de travail, on ne peut pas aller se coucher au bout de 3 heures, ou à moins que le temps soit adapté. Mais voilà, c'est des éléments qui sont essentiels à prendre en compte. C'est extrêmement important d'expliquer ces difficultés. Donc là, c'est le rôle, pareil, des thérapeutes, d'expliquer en détail le profil, en donnant des exemples dans le quotidien et en voyant derrière ce qui a pu être mis en place au quotidien. Excusez-moi, je suis juste en train de réfléchir, j'ai l'impression que j'avais fait je vérifie juste que j'avais simplifié. Je vérifie juste, ouais, c'est bon, ok. C'est bien la bonne présentation. Le fait d'avoir un bilan qui soit bien étalé au départ, ça nous permet de mettre en place une rééducation et des outils, surtout de bien conseiller sur des outils qui seront utiles à la maison, aussi au niveau, pour les proches, et de mieux orienter le patient. Je vais vous expliquer juste certaines fonctions cognitives. Celles qui ressortent le plus fréquemment après un AVC, ce sont les fonctions attentionnelles. Vous avez vu, j'ai noté que 80 à 90% des personnes qui ont fait un accident vasculaire cérébral se retrouvent avec des difficultés d'attention. Il faut savoir que chez tout le monde, les difficultés d'attention, c'est ce qu'il y a de plus fragile parce que c'est la première étape que fait le cerveau, c'est le premier traitement. On a plusieurs types d'attention, donc on va déjà aller vérifier l'alerte. Après un accident vasculaire cérébral, on peut sentir qu'on est ralenti. Si on est ralenti, dans certaines tâches, ça ne va pas forcément poser problème. Je vous ai mis l'image d'un pied sur le frein. La première idée à laquelle on pense, c'est que si je suis ralenti au niveau de mon temps de réaction, j'ai un élément qui apparaît devant moi, je dois réagir très rapidement, ça peut avoir des conséquences très graves. Donc la première chose qu'on va prendre en compte, c'est ce ralentissement, c'est le temps d'alerte. Ensuite, vous avez l'attention soutenue. Donc l'attention soutenue, c'est la capacité à rester concentré longtemps, de manière régulière. Là, je vous ai mis l'image d'une batterie. Une personne qui a fait un accident vasculaire cérébral, c'est un petit peu comme sa batterie, comme si sa batterie se déchargeait plus vite, ou si la batterie était plus petite.
Or, l'ensemble des activités qu'elle a gérées sont de même calibre que précédemment, et donc souvent elle se retrouve confrontée très rapidement après l'AVC à cette fatigue sans avoir vraiment de solution, et c'est souvent très inquiétant pour la personne. Je vous ai mis cette petite image, là je suis fatiguée de la fatigue qui me fatigue, c'est fatigant. C'est vraiment ça, et il faut distinguer, comme l'a dit Virginie aussi, la fatigue et la fatigabilité, ce sont deux choses différentes. La fatigabilité, c'est vraiment une fatigue cognitive. Donc vous allez avoir l'impression d'être dans le brouillard. Alors pour quelqu'un qui n'a pas eu d'accident vasculaire cérébral, c'est comme si vous aviez une journée extrêmement intense, très sollicitante. Le soir, vous allez sentir que vous êtes KO. Si on vous pose des questions, vous allez avoir du mal à trouver vos mots. Vous allez avoir du mal à rester neutre au niveau émotionnel, vous allez sentir que vous allez vous énerver plus rapidement, etc. Donc quand on a un déficit d'attention soutenue, ça va vraiment se traduire comme ça, mais beaucoup plus tôt dans la journée. Donc si vos ressources elles sont épuisées à 15 heures, votre journée n'est pas finie à 15 heures. On continue de vous solliciter, vous devez continuer de répondre, alors notamment si vous avez des enfants, l'exemple que donnait Virginie. Et là, du coup, vous devez faire comme vous pouvez, et c'est un élément qui est vraiment source de difficultés dans le quotidien, l'attention soutenue, et qui peut engendrer d'autres difficultés cognitives. Si on a nos ressources qui sont à plat, on ne va plus comprendre ce qu'on nous dit. On ne va plus réussir à mémoriser, on ne va plus réussir à réfléchir non plus. Tout passe par l'attention soutenue. Donc il va falloir apprendre à économiser ses ressources et puis à essayer de faire des priorités, surtout dans le quotidien. L'attention sélective, c'est la capacité à rester focus. Donc là, je vous ai mis l'image d'une radio. Une personne qui a un déficit d'attention sélective, c'est un petit peu comme si elle cherchait la bonne station à la radio. Elle tourne le bouton, mais elle n'arrive jamais à avoir parfaitement la bonne radio. Donc elle va avoir ce qu'elle veut, ce qui l'intéresse, ce qu'elle veut vraiment écouter, par exemple, mais elle va toujours avoir un petit peu des autres stations de radio aussi. Donc les personnes qui ont fait un accident vasculaire cérébral, pour certaines, celles qui ont des difficultés d'attention sélective, être dans une salle où il y a des gens qui parlent autour, c'est extrêmement fatigant parce qu'elles ne vont pas réussir à mettre de côté ces informations qui ne sont pas importantes pour elles à ce moment-là. Donc aller au restaurant, écouter la télé avec les petits-enfants qui parlent à côté, ou mener une discussion au téléphone avec la radio allumée, ça va devenir très difficile. Je fais le lien avec l'attention divisée. L'attention divisée, discuter en conduisant, après un accident vasculaire cérébral, on peut avoir une attention divisée impactée, du coup, se retrouver en difficulté dans des tâches qui font appel à plusieurs attentions. Et je vous ai donné l'exemple de la conduite automobile, c'est une des activités qui demande le plus d'un point de vue de l'attention divisée. Les fonctions exécutives, je ne développerai pas parce que Agatha, tu vas y revenir dans ta présentation, il y avait un élément sur... Oui, c'est sur les fonctions exécutives. Alors les fonctions exécutives, ça englobe un ensemble de capacités qui nous permettent de nous organiser, de mettre en place des stratégies, d'initier des actions, d'interrompre des actions. Donc dans le quotidien, ces capacités-là, elles sont vraiment très importantes. À partir du moment où on a pas mal de choses à gérer, donc quand on a une famille, c'est le cas. Quand on travaille, c'est le cas. Et donc, on doit s'appuyer dessus. Et donc, on a l'inhibition comportementale. L'inhibition comportementale, c'est une capacité qui nous permet d'inhiber certaines actions. Je vais essayer d'activer, je pense qu'effectivement, ce n'est pas la présentation la plus courte. Donc, je vais passer certaines diapos. Je voulais vous sensibiliser très rapidement aux capacités de mémoire. Il y a plusieurs systèmes de mémoire. Je ne vais pas tous les aborder. Je voulais juste aussi que vous sachiez qu'après un accident vasculaire cérébral, bien sûr, on peut avoir des déficits de mémoire. Ce qui est le plus couramment impacté, c'est la mémoire de travail. Et la mémoire de travail, c'est une mémoire qui nous permet justement de gérer en simultané plusieurs activités. C'est un petit peu comme notre disque dur. Et donc quand on lit, on a besoin de notre mémoire de travail. Quand on prend des notes, on a besoin de notre mémoire de travail pour faire des synthèses, pareil. Donc on peut avoir des personnes, notamment des étudiants, qui vont se retrouver en difficulté pour prendre des notes dans leur cours ou qui vont se rendre compte, comme Virginie décrivait, que la lecture devient compliquée. C'est quelque chose qui se rééduque assez bien, la mémoire de travail. On
On a parlé tout à l'heure des troubles neurovisuels, je vous donne juste un exemple là. Vous avez le dessin du monsieur là. Ce monsieur, il a ce qu'on appelle une héminégligence, et donc il ne perçoit qu'une partie de son espace. Et vous voyez sur la table, il y a la dinde, et il demande à son épouse, mais tu n'as pas mis la dinde sur la table, il ne la voit pas. Et dans l'autre exemple, il se rase le visage, il a l'impression qu'il s'est rasé l'entièreté du visage, en fait il s'est rasé que la moitié du visage. Donc c'est l'un des troubles neurovisuels qui peut apparaître après un accident vasculaire cérébral. Impact et conséquences du handicap invisible cognitif, vous imaginez bien avec ce que je vous ai expliqué là que l'impact peut être majeur et c'est un petit peu un cercle vicieux. Alors on va avoir d'abord une non-compréhension de l'entourage, on va avoir pour la personne qui en est atteinte une difficulté déjà à gérer le quotidien. Ça va déjà là pouvoir amener des déséquilibres dans la sphère familiale, avec une répartition des rôles qui va être différente. Puis, une des questions qui va se poser assez rapidement, ça va être la reprise de la conduite automobile. Donc, quand on a eu un accident vasculaire cérébral, on doit revalider son permis de conduire, vérifier si on est toujours apte, avec les séquelles cognitives, à conduire. Si on ne peut pas reconduire, la reprise du travail va être d'autant plus compliquée. Et quand on ne peut pas reprendre ce travail, ou même si on le reprend à temps partiel, il va y avoir assez automatiquement un impact budgétaire sur le foyer, qui va d'autant plus impacter la dynamique familiale. Et mettre en place des aides, c'est ce qui est recommandé, mais là aussi, quand vous avez des troubles cognitifs, ça va devenir plus compliqué. Donc vous voyez que tout se découle par effet boule de neige et peut avoir un impact délétère dans le quotidien de la personne. Parcours de soins, ce sera abordé après un accident vasculaire cérébral. On l'a déjà dit tout à l'heure, à la sortie de l'hôpital, il y aura la mise en place d'une rééducation en centre de rééducation fonctionnelle par une équipe pluridisciplinaire. C'était ça. Merci à vous. Si vous avez le document sous les yeux, vous pouvez expliquer. Voilà, donc merci beaucoup pour cette invitation. Alors moi je fais partie d'un service qui s'appelle EMOI-TC, où travaille aussi Guillaume, et qui s'occupe d'aider en fait à reconstruire un projet de vie alors que les personnes ont toutes ces séquelles que vous a présentées Laure. Donc on s'occupe de personnes qui ont moins de 60 ans, que ce soit sur la réinsertion professionnelle ou familiale, et en particulier sur les aspects cognitifs, émotionnels et psychiques, et c'est Guillaume qui va vous en parler. Et pour vous dire que beaucoup de gens pensent qu'au bout de quelques années, en fait, c'est fini. Et finalement, là, le gros de la construction d'un projet de vie après lésion cérébrale, ça survient plutôt au bout de 2-3 ans, quand on se rend compte qu'on ne peut pas reposer, que la vie familiale n'est plus comme avant, qu'on ne peut plus faire les mêmes choses qu'avant, quand on s'épuise. Et c'est souvent à ce moment-là, finalement, que nous, on essaie d'intervenir pour réfléchir avec les personnes, qu'est-ce qui est le plus important dans leur vie, c'est quoi leurs valeurs, c'est quoi les objectifs qu'il faudrait atteindre dans leur vie malgré toutes les difficultés qu'ils ont. Donc c'est vraiment le fait de construire quelque chose. Et cette construction de projet de vie, elle est rendue difficile justement par les troubles cognitifs, notamment les difficultés par exemple d'initiative, les difficultés pour voir les étapes qu'il faut pour trouver un boulot, pour déménager, pour trouver une copine. Des fois ça part dans tous les sens. Ça part dans beaucoup d'actions qui ne sont pas efficaces, justement parce que les fonctions exécutives ne marchent pas, ou parce que l'attention fait qu'on est tellement vite fatigué pendant qu'on fait une tâche que finalement on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Donc au niveau des troubles cognitifs, ça va beaucoup impacter, les troubles émotionnels vont beaucoup impacter. Après une lésion cérébrale, c'est beaucoup moins décrit, moins connu, mais il y a souvent des phénomènes de dysrégulation émotionnelle. Donc les émotions sont plus fortes, déclenchées par des stimuli moins forts.
des gens qui s'énervent pour un rien, qui sont très irritables, qui sont très émotifs, qui vont fondre en larmes, les proches ne les reconnaissent plus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a besoin d'être accompagné au niveau de la personne et au niveau de sa famille. Et finalement, nous, dans les objectifs de la phase chronique, j'ai essayé de vous les résumer là, c'est reconstruire un projet de vie donc, en fonction des valeurs de la personne. Bien sûr, continuer la prévention pour ne pas faire un deuxième AVC, mais ça a beaucoup été abordé, donc je ne vais pas en parler. Mais beaucoup accompagner les aidants, parce qu'en fait, l'AVC, c'est pas qu'une personne que ça atteint, c'est l'ensemble du système familial. C'est aussi les amis. La personne n'est plus comme avant, et les proches ont énormément besoin d'aide et d'être soutenus, et de savoir aussi comment se comporter pour être soutenant. Ni infantiliser la personne, ni lui en demander trop. Et donc de trouver vraiment cette dialectique entre quelle est la juste attitude à avoir pour aider l'autre à se reconstruire, pour être validant, en prenant aussi en compte ses propres besoins d'aidant familial pour ne pas s'épuiser. Donc ça, c'est vraiment l'un des gros challenges. De plus en plus, on se rend compte que l'AVC, il y a plein de choses horribles après un AVC. Et la littérature tend à montrer maintenant que quand les personnes sont bien accompagnées, quand elles ont une famille soutenante, des proches soutenants, des associations, même après un AVC, on peut avoir quelque chose qui s'appelle une croissance post-traumatique. Ça veut dire un peu ce que disait Nietzsche, ce qui ne me tue pas me rend plus fort, et que les gens peuvent reconstruire quelque chose qui a plus de sens de leur vie. C'est quelque chose que les patients nous partagent souvent. Moi, je suis toujours très émue quand ils nous partagent ça. Par exemple, des gens qui bossaient 90 heures par semaine dans leur boîte et qui, tout d'un coup, après l'AVC, ne peuvent plus bosser et puis ils se rendent compte qu'ils ont une épouse très chouette, qu'ils aiment aller dans la nature. Enfin, c'est finalement, au lieu de focaliser son regard sur tout ce que j'ai perdu à cause de l'AVC, essayer d'aider les gens à regarder quelles opportunités ça peut créer finalement. Est-ce que ça peut comment faire pour être plus proche de ce qui serait finalement le sens de la vie. Et des fois, c'est les événements les plus traumatiques et les plus brutaux dans notre vie qui finalement nous secouent et nous permettent de se remettre en question et des fois de réaxer ses valeurs vers des choses plus importantes. Favoriser l'autodétermination et le libre arbitre, nous on a un sujet de recherche actuellement dans le service là-dessus. Finalement, comment faire alors que les troubles émotionnels et psychiques n'aident pas les gens à choisir leur comportement. Les gens peuvent devenir impulsifs, les gens peuvent devenir apathiques, et du coup on ne sait pas trop comment les aider à prendre des décisions. Donc c'est toute cette réflexion sur comment faire pour que malgré les troubles cognitifs, les gens continuent à avoir un certain choix dans leur vie, et qu'on ne choisisse pas tout pour eux. Et avec toujours cet équilibre à trouver entre ne pas en demander trop, pour que ça reste sécuritaire, mais en même temps laisser suffisamment de choix pour que la personne puisse avoir sa juste valeur et son besoin de compétences, d'autonomie qui soit rempli. Et vraiment le message, c'est dans notre service, pas que dans notre service, c'est que plutôt que de rééduquer, c'est-à-dire de faire des exercices répétitifs qui stimuleraient certaines fonctions cognitives, en phase chronique, le plus important, c'est de compenser. C'est-à-dire ce n'est pas de réentraîner la mémoire en espérant que c'est un muscle qui va se remettre en route, mais de trouver les bons systèmes de compensation. Et on a la chance de vivre à une époque où il y a plein d'applications, notamment extrêmement utiles, des notifications smartphone, des possibilités de stocker des informations pour son proche ou la personne elle-même si on a les capacités cognitives sous forme de notification, sous forme de petites cartes qui s'affichent, de rappels. Donc c'est beaucoup voir finalement, ok, certaines choses n'ont pas récupéré, mais qu'est-ce qui pourrait être compensé par des technologies simples. Donc là, je ne vous parle pas de technologies compliquées, mais juste de bien savoir se servir de son smartphone. Virginie a déjà très bien expliqué tout ce dont on a besoin après un AVC, donc je vais pas revenir là-dessus. Elle vous a parlé de Bureau et de Comet pour le travail, elle vous a parlé de la cellule de conduite automobile, donc je ne vais pas tout vous détailler, mais vous dire que parfois les gens ont besoin d'être accompagnés transitoirement aussi par certains médicaments, par certaines psychothérapies, par certaines rééducations, que l'appartenance est extrêmement importante pour favoriser le bien-être et la plasticité cérébrale, c'est-à-dire de ne pas s'isoler.
Donc c'est tout ce qui va, ce que font les associations, ce que peuvent faire les groupes d'entraide mutuelle, en fait, qui consiste à ne pas rester tout seul enfermé, mais rencontrer d'autres personnes qui ont des lésions cérébrales, notamment l'association des familles des traumatisés crâniens ont beaucoup de groupes d'entraide mutuelle auxquels sont aussi invitées les personnes qui ont des AVC et pas seulement les traumatisés crâniens. Donc pour que les gens aillent mieux, c'est un petit peu le juste équilibre entre rééducation, réadaptation, donc compensation, certains traitements spécifiques, mais surtout cette recherche de sens, cette recherche d'appartenance, reconstruction de projets de vie, accompagnement de la famille. Et puis je ne vais pas le détailler, mais toutes les choses auxquelles on ne pense pas, que l'AVC peut atteindre, notamment en termes de vie sexuelle, en termes de douleurs difficilement prises en compte, ça c'est aussi quelque chose. C'est la phase aiguë, on peut commencer à s'occuper de toutes ces petites choses qui rajoutent de la difficulté dans la vie de tous les jours. Voilà. Je ne vais pas vous détailler plus parce qu'on n'a pas le temps, mais je voudrais juste dire une seule chose, à savoir que beaucoup de personnes, pour se reconstruire, ont besoin d'une prise en charge psychologique adaptée. Et en France, on est dans un pays où peu de gens savent l'énorme avancée qu'ont fait les psychothérapies, et notamment qu'il n'y a pas que la psychodynamie, la psychanalyse, ou de raconter votre vie à un psychologue. Il y a énormément de psychothérapies maintenant qui sont très axées sur comment atteindre vos valeurs, vos objectifs, comment donner plus de sens à sa vie, comment mieux réguler ses émotions, comment avoir plus de compassion et d'autocompassion envers soi. Et je voudrais juste insister sur le fait que souvent il faut une prise en charge psychologique, mais il faut trouver la bonne. Et l'un des challenges justement, c'est comment avoir accès aux psychothérapies les plus validées en présence de troubles cognitifs. Donc quand les troubles cognitifs ne sont pas trop marqués, c'est facilement adaptable. Quand c'est plus difficile, il y a des projets de recherche en cours pour adapter certaines psychothérapies sous forme de pictogrammes, notamment pour les personnes aphasiques. C'est quelque chose qui commence à être utilisé aux États-Unis, qu'on va essayer de traduire maintenant en France. Et pour vous dire, voilà, dans le petit rectangle bleu que vous ne voyez pas, je vous cite juste certaines thérapies, et je voudrais juste comme ça, à vue d'œil, si vous pouvez lever la main, si vous connaissiez l'existence de ce type de thérapie. Alors, la thérapie comportement dialectique pour régulation émotionnelle, une personne. La thérapie d'engagement, d'acceptation et d'engagement, ACT. Une thérapie qui est vraiment basée sur identifier vos valeurs et chaque jour, faites une petite action envers les valeurs. Il y a une personne qui va cocher partout et les autres, pour l'instant, voilà. La thérapie basée sur la compassion, fondée sur la compassion. Apprendre à avoir de la compassion envers soi-même avec tout ce qui nous arrivait de difficile et dans toutes les petites choses de la vie quotidienne qu'on n'arrive plus à faire. La DPT radicalement ouverte. Ok. Et dernière chose, et je vais arrêter là-dessus, la psychologie positive nous a amené un exercice hyper facile qu'on peut faire même après un AVC, mais même sans AVC. C'est l'exercice de gratitude. On a montré que les gens après un AVC récupèrent mieux si à la fin d'une journée, ils arrivent à se lister 3 choses positives qu'il y a eu dans la journée. C'est un tout petit exercice, ça s'appelle l'exercice de gratitude, mais une étude écossaise, Popstar, a vraiment montré que ça pouvait avoir une différence après lésion cérébrale. Donc pour vous dire que je crois que le gros challenge en France, ça va être d'adapter les psychothérapies, d'avoir donné accès à des psychothérapies efficaces et pas juste des lieux où on parle, qui sont importants aussi, hein, mais d'avoir aussi accès à certaines thérapies qui vont aider spécifiquement à se reconstruire. Voilà. Et je passe la parole au collègue Guillaume. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc moi je suis médecin psychiatre, donc très probablement certains d'entre vous diront mais que fait un psychiatre en neurologie, surtout quand on a fait un AVC et qu'on se retrouve très fréquemment avec déjà une symptomatologie motrice, une héminégligence, une hémiplégie, une hémiparésie, des troubles cognitifs aussi, le fait de ne plus arriver à gérer toutes ces tâches de la vie quotidienne. Eh bien si, en fait, il y a beaucoup de psychiatrie dans l'AVC, on s'en est rendu compte petit à petit, moi en tout cas je m'en suis rendu compte, c'est ce qui m'a orienté vers ces pathologies frontières entre neurologie et psychiatrie. Donc il faut comprendre l'AVC, ça a une cinétique très particulière, c'est un peu comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, c'est-à-dire les choses allaient bien, surtout quand on est jeune, les choses allaient très bien, et boum, on se prend dans la figure en quelques minutes des déficits de tous les côtés, des incapacités de tous les côtés,
et un projet de vie bien souvent balayé. Et ensuite, progressivement, avec la rééducation, avec les soins, on va récupérer progressivement. Mais c'est un peu l'inverse des autres maladies neurologiques où on démarre avec quelques symptômes et où finalement on aboutit au cercueil. C'est souvent le cas malheureusement. Là c'est l'inverse. On a le maximum de déficit au départ, en un jour, en 6 heures, en 2 heures, et ensuite on récupère doucement. Mais alors cette brutalité, si vous voulez, d'avoir tous ces symptômes d'un coup, bien sûr que ça intéresse la psychiatrie. Pourquoi? Parce que dans 2/3 des cas à peu près, les patients qui subissent un AVC vont développer des pathologies psychiatriques, des symptômes psychiatriques. Par exemple, en premier chef, la dépression chez une personne sur 2, ou en tout cas au moins un tableau subdépressif. Alors, pourquoi c'est intéressant de prendre en charge un tableau subdépressif à côté de choses qui pourraient paraître plus évidentes ou plus urgentes, comme la marche ou récupérer la parole? Eh bien parce que justement, le fait d'être déprimé dans ces moments-là, ça va influencer le pronostic de récupération. Quand on est déprimé, on n'a pas beaucoup d'énergie, on n'a pas beaucoup de plaisir, on ne se projette pas dans l'avenir, et donc du coup, on va être un peu absent de sa rééducation. Et quand on sait que la majorité des récupérations se font la première année, on a envie de dire que c'est tout aussi urgent de traiter une dépression dans ces cas-là pour pouvoir majorer son pronostic de récupération. Alors, à côté de la dépression, il y a aussi l'anxiété. L'anxiété, elle est multifactorielle. Déjà, pourquoi est-ce qu'elle est là, l'anxiété? Parce que quand on a fait un AVC, de quoi on a peur? C'est d'en faire un autre. Hein? On y a survécu, on pensera toujours au deuxième. Si on fait un deuxième, on dira jamais 203. Donc l'anxiété, elle sera toujours là. La peur de l'avenir, elle sera toujours là. Il y a quelque chose d'une insouciance qui s'est perdue. Simplement parce qu'on réalise qu'on peut aller très bien un jour et très mal quelques heures après. Et ça, c'est un choc. Un choc parfois même tellement important qu'on peut développer ce qu'on appelle un syndrome de stress post-traumatique. C'est-à-dire, on a eu tellement peur de mourir, on a survécu, mais cette peur-là, elle est toujours là. On dort mal, on fait des cauchemars, on est en état d'hypervigilance, on guette ses symptômes, hein, et toujours on guettera la récidive. Là aussi, c'est très compliqué de récupérer dans ces conditions-là, parce que l'anxiété, devinez ce que ça vient faire, ça vient là aussi interrompre un processus de récupération, parce que quand on essaye de récupérer des ressources cognitives, si on a la moitié de ces neurones qui partent en arrière et qui ruminent en disant « Mon Dieu, pourvu que j'en fasse pas un deuxième, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver dans 6 mois, mon Dieu, est-ce que je vais pouvoir retravailler ?» Ça marche pas bien. On va dire « J'oublie tout, j'arrive pas à retenir, j'arrive pas à faire 2 choses en même temps. » Donc ça majore les troubles cognitifs. Là encore, il faut la prendre en charge, cette anxiété, comme la dépression, parce qu'elle influe sur les processus de récupération. Ensuite, on va avoir très souvent après un AVC des troubles du sommeil. Aussi, parce que s'endormir, c'est se relâcher, c'est accepter d'être vulnérable, et que très souvent, il y a une hypervigilance, ou parfois d'autres phénomènes neurologiques qui font qu'on dort plus mal. Ça peut être par exemple d'avoir des bras engourdis ou des sensations désagréables qui font qu'on dort plus comme avant. Et là encore, si on a des troubles du sommeil et un mauvais sommeil, la journée on sera fatigué, on sera cognitivement plus affaibli aussi, et à nouveau le processus de récupération sera amputé de tout ça. Alors, comment on traite tout ça? L'anxiété, la dépression, les troubles du sommeil? Eh bien, déjà en expliquant aux gens de quoi ils souffrent, hein, en leur disant, en leur parlant de leurs séquelles, en leur montrant comment ils sont pris en charge, qu'est-ce qu'on peut leur offrir, leur apporter. On le fait quotidiennement dans le service du docteur Krasny. L'anxiété aussi, ça se prend très bien en charge avec des techniques, des psychothérapies, hein, notamment thérapie cognitivo-comportementale, des médicaments. Alors moi je suis un grand friand des médicaments, un grand spécialiste du médicament, parce que c'est de la qualité de vie tout simplement. C'est-à-dire que quand on passe une étape aussi désagréable qu'un post-AVC, eh ben, il faut un petit peu mettre tous ces systèmes-là au repos, récupérer un peu de plaisir, récupérer un peu d'énergie, diminuer les processus anxieux, faire dormir un peu mieux les gens, et ça, tout ça, c'est possible avec des médicaments. Parfois, il y en a un peu beaucoup au début, et puis progressivement, on les enlève quand on réalise que ça soigne plus grand-chose, voire plus rien du tout.
Et on tient les gens comme ça, à bout de bras, pour essayer de faire qu'ils puissent passer au moins cette première année avec toute leur capacité de récupération, toute leur énergie. Voilà. Alors, après, il y a des choses qui intéressent aussi la psychiatrie et qui sont plus fines. On l'a évoqué un petit peu, tout le monde l'a évoqué, tous les intervenants l'ont évoqué. Après un AVC, il y a des choses qu'on rencontre très souvent. Alors, il y a une chose que tout le monde connaît, c'est cette espèce de fatigue. Alors, on appelle le terme médical, c'est l'asthénie. On parle souvent d'asthénie centrale dans le post-AVC parce que les gens n'arrivent pas à dire si c'est mental ou si c'est physique. Et pourquoi c'est les deux, en fait. C'est-à-dire que non seulement on a du mal à se mettre en route, mais en plus, on fatigue très vite quoi qu'on fasse. Que ce soit cognitif, que ce soit musculaire, une activité physique par exemple, c'est quelque chose qui est très difficile. Et ensuite, il y a une deuxième chose, qui sont ces petites choses, ces petits changements de personnalité. Souvent, les patients, enfin les victimes d'AVC, ne les identifient pas tout de suite. Ce sont les proches qui le font remarquer en disant « mais tu n'étais pas comme ça avant. Avant, tu parlais beaucoup, tu parlais à tout le monde. Ah, tu n'as plus envie de parler. Ah ben oui, c'est vrai, j'ai plus envie de parler. Ça te manque? Non, pas spécialement. Ou bien, c'est à l'inverse. Hein. Tu étais un peu effacé, tu disais pas grand-chose, tu supportais tout, et là, tu supportes plus rien du tout. Hein. Alors, ça fait des querelles de voisinage, on ne tient plus trop les queues en caisse, ou alors on est un petit peu embêtant avec les voisins, ou plus embêté par les voisins selon l'endroit où on se place. Et ça, c'est des modifications aussi qui sont fines, que l'entourage remarque, et que finalement, le patient finit par remarquer, souvent avec un petit délai de retard, parce que vu de l'intérieur, c'est toujours moi. Hein. Alors on me dit que, mais moi je sais bien que je suis toujours moi. Hein. Donc il y a un moment comme ça, un peu de flottement, où on se dit, quelque chose peut-être a changé, les autres me disent que ça a changé, tout le monde me dit que j'ai un peu changé, c'est que ça doit être vrai. Hein. Voilà. Alors, dans certains cas, un petit peu extrêmes, ça peut aller loin, ça peut dans le moins, c'est-à-dire avec des patients qui n'ont plus envie de grand-chose. Souvent d'ailleurs, ils ne souffrent pas spécialement, c'est pas du côté de la dépression, c'est simplement que les besoins un peu de base les satisfont. Hein. Et puis il y a des gens où c'est l'inverse, c'est des gens qui vont faire 12 fois plus de choses, qui vont parler beaucoup plus, qui vont bouger beaucoup plus. Hein. Ça demande des adaptations, déjà du patient lui-même, et puis de sa famille et de son entourage. Donc tout ça, toutes ces petites choses-là, ça intéresse la psychiatrie. Voilà. Alors, je ne vais pas faire trop long, je pense que j'ai déjà un bon quart d'heure. Alors, juste pour vous dire, donc, moi je travaille dans le service de l'AGATA, hein, c'est-à-dire je me suis orienté progressivement vers la cérébro-lésion, et j'ai finalement décidé de créer les conditions de travail qui me plaisaient le plus, c'est-à-dire de créer un centre de neuropsychiatrie et de rééducation, où on travaille, psychiatres et neurologues ensemble, justement sur ces problématiques de post-AVC, de post-trauma crânien, ou parfois aussi de neurodégénératifs, maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, avec aussi des orthophonistes, des neuropsychologues, pour essayer un petit peu d'enclencher tout ça, de jouer tous ensemble sur les mêmes problématiques, de pouvoir communiquer entre nous pour essayer de bâtir des parcours de soins qui soient plus adaptés aux patients et aussi parfois plus adaptés à leur mobilité. C'est-à-dire qu'en venant sur un même endroit, ils peuvent bénéficier de plusieurs soins différents. Par exemple, traiter une épilepsie après un AVC, tout en traitant une dépression après un AVC, tout en faisant des séances de remédiation cognitive ou bien de rééducation de la parole avec un orthophoniste. Voilà, je ne vais pas être plus long que ça. En tout cas, j'espère vous avoir convaincu que les psychiatres pouvaient apporter quelque chose aux patients victimes d'AVC. Merci. Merci beaucoup. Alors, je me permets de me retourner vers vous s'il y a des questions. Comment on accède même financièrement à ces thérapies, parce que financièrement, c'est pas forcément les prises en charge. Alors, les psychothérapies, qu'elles soient d'inspiration analytique ou des TCC ou des psychothérapies autres,
elles ont toutes le même accès. C'est-à-dire qu'il y a les dispositifs Mon Psy qui permettent un remboursement de certains nombres de séances, mais qui n'est pas énorme. Et par contre, au-delà, si c'est en libéral, c'est à vos frais. À EMOATC, pour les sujets jeunes, nous on a la possibilité, on travaille avec la faculté de psycho, nous avons des stages de plusieurs parents stagiaires de psycho qui permettent de façon supervisée de donner accès à cette psychothérapie lorsque les personnes sont déjà suivies à EMOATC. Il y a certaines associations, je crois, qui militent aussi pour ça, pour avoir des psychothérapies qui soient plus remboursées. En tout cas, les psychothérapies, celles-ci, ne coûtent pas plus cher que d'aller voir un psychologue en libéral. Et enfin, en dernière solution, peut-être c'est Guillaume qui pourra en parler, mais certains psychiatres, dans le cadre du remboursement de la sécurité sociale, pratiquent certaines psychothérapies, notamment toutes les psychothérapies spécifiques du syndrome de stress post-traumatique, comme l'EMDR, comme l'IMO, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, et ça c'est via une consultation médicale de psychiatre. Donc c'est un peu les différentes modalités. C'est sûr qu'il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre. Voilà, c'est toujours pareil. Après, moi je dis toujours aux patients, ça peut tellement, une psychothérapie bien adaptée avec un excellent thérapeute, ça peut tellement beaucoup apporter. Des fois, ça vaut le coup de prendre ce budget là-dessus plutôt que, je sais pas, partir en vacances ou d'aller chez le coiffeur. Voilà. Donc c'est aussi un choix, mais on est d'accord que c'est pas donné. Mais voilà, c'est aussi, voilà, quelle est la priorité. Je suis d'accord avec vous, mais il y a quand même des médecins qui ne vont pas jamais vous parler de ça, parce que vous pouvez peut-être vous questionner sur ces possibilités, ils vont dire de lui disperser ça, c'est un peu les réponses qu'on a, excusez-moi. Sur les types de psychothérapie alors complètement, je vous rejoins à 100%, en fait, la plupart des médecins ne connaissent pas l'existence de différentes psychothérapies. Et puis surtout, c'est pas connu. Alors, en tant qu'universitaire dans l'éducation, l'année dernière, on a fait un congrès justement pour familiariser les professionnels de la rééducation à différentes thérapies cognitivo-comportementales et émotionnelles qui existent. Donc c'est quelque chose qui, petit à petit, les gens y sont sensibilisés, mais on est d'accord qu'on part de très loin. Moi, peut-être juste un point de vigilance que j'aurais, c'est qu'il y a plein de psychothérapies qui sortent, toutes ne se valent pas du tout en termes de niveau de preuve scientifique. C'est-à-dire des choses qui ont été inventées par une personne en France qui a fait une étude et qui trouve que ça marche. Alors que les thérapies comme la TCD ou ACT, c'est des milliers de publications. Ça veut dire que c'est des milliers et des milliers de personnes partout dans le monde entier qui ont testé la thérapie pour voir que ça marche. Donc avant de vous lancer vos sous dans une psychothérapie, peut-être regarder le type de technique qui est utilisée. Tu veux rajouter quelque chose sur le MDR? Non, vous avez tout à fait raison. Hein. Bon, il y a quand même un premier pas au niveau de la prise en charge par l'État. Hein. C'est avec ces fameuses séances Mon Parcours Psy. Hein. Mais c'est pas spécialisé. Hein. C'est des séances, c'est très souvent d'ailleurs des jeunes thérapeutes, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas compétents. Hein. Ils sont très compétents, mais disons, la plupart du temps, ils ne sont pas spécialisés dans quelque chose. Hein. Dès qu'ils font des formations pour faire de la TCC ou pour faire de l'EMDR, ben oui, ils n'acceptent plus, disons, ce contrat avec l'État qui consiste à les payer finalement à un taux horaire très inférieur. Mais c'est quand même un premier pas, parce qu'on a quand même ouvert une boîte, si vous voulez. Hein, et ensuite, c'est aussi aux gens de dire, hein, on en a un peu, on n'en a pas assez, les séances c'est insuffisant, ils sortent du dispositif dès qu'ils sont un peu formés, on n'a pas accès à d'autres types de thérapies. Bon, il y a d'autant plus, c'est d'autant plus intéressant qu'il va y avoir un débat sur les ALD, là. C'est notre ministre de la Santé, je crois, qui en a parlé en disant, oh là là, ces vieux machins des années 80, les ALD, on va un peu remixer tout ça. Donc, ce serait effectivement le moment, à la fois pour les associations de patients et aussi pour les associations de soignants, de dire, ben voilà, maintenant il faut réfléchir en termes de parcours de soins. C'est-à-dire, il ne s'agit plus simplement de dire, vous avez une ALD parce que vous avez fait un AVC, mais vous avez droit à un parcours de soins. C'est-à-dire que pour vous, si vous avez cette ALD-là, ou quel que soit le nom qu'on lui donnera, vous avez accès à ces thérapies de pointe
mais seulement vous, parce que vous êtes une très bonne indication pour ce type de thérapie. Hein. Alors, je sais que je rêve toujours un peu tout haut, et que, voilà, bon, je ne suis pas sûr que mon ministre de la Santé va me suivre ou nous suivre là-dessus, mais en tout cas, c'est un chemin, il se passe quand même des choses progressivement. Voilà. Après, il faut faire entendre sa voix de tous les côtés, les patients comme les soignants. Et juste pour vous dire, Strasbourg est une des seules villes qui a un master en TCC, donc les jeunes dans le dispositif MONSI font des TCC spécifiques TCC, donc on est mieux lotis en Alsace qu'autre part. C'est quoi nouveau TTC? C'est les thérapies cognitivo-comportementales, c'est-à-dire les thérapies qui vont beaucoup plus réfléchir à la manière dont vous vous comportez et les schémas cognitifs que vous avez dans votre tête, notamment, vous savez, quand vous êtes pris par des ruminations ou par des interprétations toujours négatives, et bien, plutôt que vous faire réfléchir à votre enfance, on va vous faire réfléchir sur qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant par rapport à cette pensée qui m'embête.